Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, les petits champions de la lecture. C'est un concours qui existe depuis plus de 10 ans, un concours absolument magique puisqu'il diffuse le plaisir de lire et à ce jeu-là, tout le monde gagne à la fin. Et pas seulement le vainqueur du concours, on va en parler avec l'invité du Grand Oral, Cécile Ferraton. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes, actualité littéraire, le prix Goncourt, pas celui qui a été décerné par les académiciens, celui des lycéens. L'heure de la récré, toujours avec Emma, toujours en mode Noël approche, comment choisir un calendrier de l'Avent, elle va tout vous dire. Et puis enfin, rendez-vous avec Marie-Olivier pour son cours particulier, elle nous emmène en Haïti à la découverte de Katz Pressoir, un établissement pas comme les autres. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. On ne le répétera jamais assez, la lecture est extrêmement importante. Il y a une corrélation entre lecture et réussite scolaire, mais la lecture, c'est pas seulement ça, c'est aussi un accès à des imaginaires, c'est un plaisir. Et c'est la raison pour laquelle, à la quotidienne, on aime beaucoup ce concours, les petits champions de la lecture. Grand concours national dont la 10e édition a été célébrée en grande pompe à la Comédie Française en juin dernier. La 11e édition vient de commencer, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 décembre et on en parle avec Cécile Ferraton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de département jeunesse de la ville de Meudon. Vous faites partie du comité de sélection du jeu. Et vous êtes bibliothécaire, c'est ça votre métier, si je veux dire votre métier. C'est ça, oui, non, c'est mon métier. Qu'est-ce qui... on accueille alors très souvent, nous, des enseignants, des professeurs documentalistes, on en a même une qui est chroniqueuse dans l'émission. Qu'est-ce qui distingue l'approche de la lecture dans une bibliothèque de l'approche de la lecture à l'école? C'est vrai qu'à l'école, c'est principalement pédagogique. Enfin, il y a derrière une vocation de transmettre des connaissances, etc. Nous, on se positionne aussi sur une lecture plaisir, en fait. Et le but, avant tout, c'est de donner envie de lire, donc de trouver le bon livre pour le bon enfant, du coup, et de vraiment d'accompagner chacun à son niveau, en fait, de lecture, et avant tout, de donner envie, en fait. C'est vraiment ça, je pense. Et je trouve que, par rapport à l'école, où finalement, il y a un cadre qui est très contraignant, la médiathèque apporte cette liberté-là, en fait, puisqu'il n'y a pas, derrière, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'objectif de réussite particulière ou de l'objectif, c'est de se faire plaisir. C'est ça, voilà. Ok, j'arrive, on va imaginer, je suis un papa, j'arrive avec ma fille, elle a 10 ans. Oui. Qu'est-ce que vous allez me demander ou qu'est-ce que vous allez lui demander? Surtout, oui. Eh oui, c'est ça, je savais que j'allais me faire baver. Voilà, je vous présente ma fille, elle se prénomme Emma. Oh, elle a 10 ans. J'adore. Emma. Alors voilà, allons-y, on joue. Eh bien, déjà... Vous avez le droit de la tutoyer, je ne sais pas si vous tutoyez les enfants. Oui, oui. Voilà, on y va. Pour plus facilement créer le contact, justement, je vais lui demander d'abord qu'est-ce que tu aimes lire, qu'est-ce qui t'intéresse. Qu'est-ce que tu aimes lire? Non, il faut la laisser répondre. Qu'est-ce que j'aime lire mon livre préféré, c'est Les Trois Mousquetaires, de Dumas. Donc plutôt des choses d'aventure ou des choses policières, des choses historiques. Ouais, j'aime bien. Qu'est-ce que tu as lu récemment qui t'a plu? Qu'est-ce que j'ai lu récemment? C'est pas du tout de la littérature jeunesse. Non, pour le coup. Là, je suis sur le dernier livre de Jacques Attali qui vient de sortir sur l'éducation. Non, alors là, ça triche. C'est pas vrai parce que je me suis laissé dire que vous lisez beaucoup la presse jeunesse. Oui, alors Archéo, passionné Léonard. Voilà. Ouais. Oui, donc après, ça peut être, dans ce cas-là, on peut chercher des romans artistiques, qui se passent dans un milieu artistique ou scientifique, puisque visiblement... Et là, vous auriez un exemple qui vous viendrait? Un roman plutôt historique, par exemple, scientifique. Alors là, moi récemment, j'ai beaucoup aimé la série La fille du docteur Loiseau de Carole Trébor, en fait, qui est à la fois historique et scientifique et qui met en avant, en fait, justement des filles de science. Voilà. 45 secondes, on a le conseil pour Emma. Merci, je suis très content. On va pas refaire le jeu avec un enfant de 6 ans. Non. Mais voilà, donc vous cherchez comme ça, vous tournez autour de ses goûts, de qui il est, de ce qu'il aime. Je crois que la littérature jeunesse, par ailleurs, c'est une passion pour vous. Alors oui. Je me suis laissé dire par Internet. Par Internet. Effectivement, en fait, quand j'ai fait mes études, j'avais pris une option littérature jeunesse. Et en fait, effectivement, du coup, je trouve qu'il y a une grande variété, en fait, pour laquelle je n'ai pas forcément trouvé d'équivalent encore dans la production adulte. Non pas qu'il n'y a pas de choses intéressantes, mais je trouve qu'il y a une liberté dans la littérature jeunesse qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et finalement, du coup, cette liberté, elle permet là aussi de trouver, de proposer à n'importe quel enfant quelque chose qui va lui correspondre, quel que soit le niveau de lecture, quel que soit ses centres d'intérêt. La variété fait que justement, on peut s'adapter à n'importe quel enfant, proposer des styles graphiques différents, des écritures différentes, des choses qui sont simples, des choses qui sont compliquées. Et du coup, je trouve cette variété, en fait, elle est vraiment intéressante. Métier que vous faites depuis l'âge de, et alors ça, c'est pas bien du tout, parce que le travail des enfants, c'est interdit, depuis l'âge de 8 ans. Expliquez-nous ça. Alors en fait, oui, moi je suis un peu une exception, je crois, dans la profession. Enfin, en tout cas,
en discutant avec mes collègues. En fait, moi, je sais que je vais être bibliothécaire depuis effectivement que je suis en CM1. Déjà parce que j'aimais beaucoup lire quand j'étais jeune et parce que j'ai eu la chance de fréquenter en fait des bibliothécaires dans mon entourage et donc des personnes qui m'ont donné envie de faire ce métier-là justement parce qu'ils en parlaient avec passion. Et du coup, oui, effectivement, c'est une vocation qui m'a suivie, qui ne s'est jamais arrêtée. C'est formidable. Il faut qu'on vous présente aussi. Nous, on a une libraire jeunesse qui fait une chronique dans l'émission. Célie qui est formidable. On va faire une pause dans quelques secondes pour l'anti-cesse, mais juste avant, faisons quand même la transition, amorçons la transition vers le concours. Les petits champions de la lecture, c'est un concours de lecture à haute voix. Oui. En bibliothèque, on se tait. Enfin, moi, j'ai plus souvent. Surtout pas. Alors, racontez-nous ça. Non, ça, c'est les médiathèques telles qu'elles existaient il y a une vingtaine d'années. Je viens de me faire traiter de... Non, mais en tout cas, les bibliothécaires font en sorte vraiment que cette image de médiathèque évolue, en fait, parce que, justement, on fait en sorte que, effectivement, que chacun puisse trouver son compte, et bien évidemment, il faut respecter aussi des zones de silence, voilà. Mais on fait lire à haute voix, etc. Mais c'est ça, voilà. Et ben, vous allez nous dire tout à l'heure ce que ça apporte, la différence que ça apporte de lire à haute voix. Absolument. Ce que propose le concours. Il y a eu 101 270 élèves de 3 895 classes l'année dernière pour la 10e édition. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 16 décembre et on est déjà à 3 650 classes, 94 000 élèves. Autant vous dire que là, maintenant, inscrivez vos classes. Si ça se trouve, d'ici la fin de l'émission, on atteint le record et on retrouve Cécile Ferraton juste après l'anti-sèche chez Maguessel. Emma, bonjour, ou rebonjour. Bonjour, on ne voulait pas de vous avoir... Mais pas du tout. Voilà, votre papa de me... Mais non. Okay. Remarque, si, je pense que je suis sa fille et point barre. Ah ouais, moi ça m'aurait super énervé. Jeudi prochain, on saura quel auteur ou quelle autrice a été sacré prix Goncourt des lycéens en 2022, en rappelant que le Goncourt des pas lycéens, c'était à Brigitte Giraud pour Vivre vite, paru, je crois, chez Flammarion. Et c'est l'occasion pour vous de revenir sur ce prix Goncourt des lycéens et surtout sur toutes les très belles initiatives qu'il permet de mettre en place dans les lycées. Tout à fait. Alors déjà, le prix Goncourt des lycéens, mais qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une opération qui a été mise en place en 1988, en parallèle du prix Goncourt traditionnel que l'on connaît. Le principe, offrir à des jeunes lecteurs la possibilité de lire et de débattre de la qualité des romans sélectionnés par les membres de l'Académie Goncourt. Et on peut faire un clin d'œil à la FNAC de Rennes, à Brigitte Stéphane, parce que l'idée était venue de là. Ça concerne au total une cinquantaine de classes de lycées, toutes filières confondues. Tout à fait, 2000 élèves au total, de la seconde à la terminale. Alors comment ça se passe ? À la rentrée de septembre, on distribue les 15 romans de la rentrée littéraire retenue par l'Académie Goncourt et les élèves ont 2 mois pour lire ces livres, ce qui est quand même un sacré challenge. Challenge relevé haut la main par la classe, par exemple, de première du lycée La Providence à Amiens. Là-bas, tout est chapeauté par leur professeur de français qui explique que tous les élèves n'ont pas la même appétence pour la lecture, mais qu'ils sont tous motivés. Et alors, dans ce lycée, il y a même une salle qui a été aménagée pour que les élèves puissent s'y rendre et lire. Puis ensuite, les élèves en discutent en classe. Ça permet d'aiguiser son sens critique, de se poser des questions. Et mine de rien, même ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de lire, c'est un challenge. Un élève du lycée Rotrou de Dreux le dit très bien. Il écrit « On était choqués au début de l'année, lire 15 livres en aussi peu de temps, mais aujourd'hui, on prend ça comme un défi et on a envie de lire le plus possible. » Puis en plus, c'est un projet collectif, donc forcément, c'est motivant. Et puis surtout, à la clé, il y a l'échange, les échanges avec les auteurs. Qui sont très précieux, puisque ces auteurs, sélectionnés par l'Académie Goncourt, ont fait un tour de France pour aller à la rencontre des élèves. Tout à fait, ça s'est passé dans le courant du mois d'octobre, dans 7 villes de France. Pour ce lycée, par exemple, la Providence dont je vous parlais, la rencontre a eu lieu à Lille, avec 3 autres lycées de Beauvais, Lens et Hasbrook. Ça s'est passé au Théâtre du Nord, rencontre avec 11 des 15 auteurs en lice. Et c'est là, c'est vraiment génial, parce que les auteurs et autrices sont au service des jeunes pour un moment d'échange, de partage. Les élèves peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent. On vit ça comme une chance, disent-ils. C'est très intéressant d'avoir un contact direct avec les auteurs, d'avoir leur perception, de comprendre comment sont nées leurs œuvres. Ça m'a beaucoup touchée, explique par exemple Erin. Et même pour les auteurs, ce moment est vécu comme quelque chose d'unique. Par exemple, Monica Sabolo, qui est en lice pour le prix avec son roman La vie clandestine, publié chez Gallimard, dit que les lycéens, ce sont ses interlocuteurs préférés pour leur sincérité et la pertinence de leurs questions. On lit, on débat, on rencontre les auteurs. À un moment, il faut voter. L'heure vient des délibérations régionales. Tout à fait, qui auront lieu aujourd'hui même d'ailleurs. Le jury régional réunit les délégués élus dans chaque classe et ensemble, ils débattent et délibèrent vraiment pour finalement élire 3 ouvrages qui iront donc en finale, dernière étape. Les délibérations nationales cette fois, jeudi prochain, au cours desquelles on saura qui
et sacré prix Goncourt des lycéens pour cette année 2022. C'est à Rennes, comme d'habitude. Voilà, exactement. Suspense, résultat jeudi. Roulement de tambour, Emma, merci beaucoup. On va continuer à parler absolument du même sujet, qui est de la lecture et du plaisir de la lecture, avec les petits champions de la lecture. Cécile Ferraton, Grand Oral. Remporter les petits champions de la lecture m'a donné envie de faire beaucoup de théâtre, ce que j'ai fait toute ma scolarité. Ça m'a énormément aidé à l'école pour m'exprimer devant un public, ce qui est très utile au quotidien et qui donne confiance. C'est un souvenir génial qui m'accompagne dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Ève. Elle est lauréate de la finale 2015, de la finale nationale. Cécile Ferraton, on va redonner les bases du concours parce que je ne les ai pas données. C'est pas bien, j'ai dit qu'on pouvait s'inscrire. Donc c'est un concours de lecture à haute voix, d'œuvres que choisissent les enfants. C'est ça, en fait, c'est eux-mêmes qui choisissent leur roman, donc ils choisissent quelque chose qui leur plaît, c'est un peu le principe. Et après, alors il y a quand même des œuvres que vous suggérez, mais voilà. Ça n'est qu'une liste indicative. C'est ça, en fait, c'est plus pour donner des conseils aussi pour aux aider. enseignants, pour le choix des romans, mais après ils choisissent vraiment ce qu'ils veulent, et donc il y a des choses vraiment très différentes, vraiment des choix qui révèlent aussi la personnalité des enfants, et après ils choisissent un extrait de 3 minutes parmi l'histoire. Et ils s'entraînent à l'école, dans leur classe, avec leurs professeurs. Et ensuite, il va y avoir toute une succession comme pour le concours des lycéens. C'est ça, il y a différentes étapes. En fait, à l'intérieur de la classe, ensuite, ils choisissent le petit champion qui va représenter la classe. Ce petit champion participe à une finale départementale. Et ensuite, il y a une régionale et une nationale en juin. Et apparemment, la classe est contente pour le petit champion, même si toute la classe n'est pas concernée. Enfin, il y a un petit côté, on soutient les copains ou les copines. C'est ça, c'est vraiment un projet de classe aussi. Je précise que vous publiez beaucoup de choses sur le site internet. Il est extrêmement riche. Il y a des vidéos, il y a des documents. Et puis, il y a aussi en format papier, mais également en ligne, cette sélection 2022-2023 de romans des petits champions. Il y a la Cité des Argonautes d'Insa Sané chez Milan. Insa Sané qu'on a reçu, il était à votre place il y a quelques semaines ici. Mon vœu c'est toi, Arnaud Tiercelin, qui est aussi un auteur formidable. Enfin bref, c'est une très très jolie sélection. Qu'est-ce que ça change de lire à l'oral ? Je pense que déjà, il y a une notion de partage qu'on n'a pas dans une lecture silencieuse. Et en fait, c'est ça aussi qui fait groupe. Enfin, par rapport à la classe, ça joue énormément. Et après, entendre résonner le texte, c'est aussi le vivre différemment. Là, quand ils lisent à voix haute, ils s'insèrent vraiment dans l'histoire, en fait. Ils la vivent différemment avec leur corps, avec leurs oreilles, vraiment leurs 5 sens, en fait. Et je trouve que ça, dans l'incarnation de l'histoire, c'est vraiment très différent de quand on lit un livre... pour soi, en fait, en lecture silencieuse. Ça, je pense que c'est très important. Et puis aussi dans la posture, en fait. Être debout, être bien stable, faire en sorte d'avoir une élocution importante. Et puis c'est vrai, je trouve que aussi, d'autant plus actuellement, c'est vraiment la première étape d'expression orale qui va leur servir pour la suite, en fait, avec le grand oral du bac. Et jusqu'au fameux grand oral du bac, je trouve que c'est aussi plus généralement dans la vie professionnelle. Qui est utile après à d'autres étapes aussi de la vie. Donc, Mais ce n'est pas le premier argument que vous mettez en avant, quand même. Le point de départ, c'est le plaisir, c'est de rencontrer les textes. Voilà, rencontrer les textes et puis partager aussi avec d'autres. Et vous avez vu des exemples dans votre médiathèque d'enfants qui, comme... Ève, ont changé dans leur rapport. Je trouve qu'en fait, il y a aussi, on rencontre aussi énormément d'enfants qui ont des niveaux aussi différents, et il y a aussi des enfants qui sont en difficulté avec l'écrit, et la plupart du temps, on a quand même des vraies révélations, c'est-à-dire que c'est des enfants qui se révèlent complètement par la lecture, en fait, alors qu'ils sont en difficulté à l'écrit ou à l'oral, avec cette lecture-là, en fait, vraiment, ils se révèlent complètement, ils sont complètement transcendés, en fait, par la lecture à voix haute, et je trouve que du coup, ça leur donne une chance, alors que dans d'autres domaines, ils sont en difficulté. Là, ils ont une vraie chance, et il y en a qui sont allés loin, en fait, grâce à ça, et je trouve que pour eux, même, pour leur donner confiance en eux, les valoriser, c'est vraiment extrêmement important, je trouve. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une chance qui est dans un domaine qui a une valeur scolaire aussi. C'est-à-dire qu'on peut quand même le rapporter à l'école, ou le ramener à l'école, ce qui n'est pas forcément le cas quand on dit toujours des enfants, c'est bien, on les a valorisés pour d'autres choses, mais souvent, le autre chose, dans la salle de classe, il ne se passe pas grand-chose. Donc là, on peut boucler la chose. Qu'est-ce qu'ils disent spontanément, les enfants qui viennent dans votre médiathèque ? Amélie Paris, notre prof documentaliste et chroniqueuse ici, avait regardé dans son ordinateur pour nous dire c'est number one, les mangas. Pareil. Alors, manga, BD, après, on a quand même aussi des gros lecteurs de romans. On a, et y compris, niveau CM2, il y en a qui lisent des romans vraiment
épais. Enfin, d'un bon niveau. Voilà, d'un bon niveau. Bah, je crois que vous avez la Capucine là, juste à côté. Oui, j'ai quelques livres. Alors figurez-vous que je n'ai pas pour vous, mais c'est parce que dans les jours, Marie Desplechin fait partie des invités de la quotidienne. Et effectivement, là, typiquement, c'est un roman d'un très bon niveau, mais il y a de la demande pour ça. Voilà. Et il y en a qui lisent même des classiques, CM2, voilà. Qu'est-ce qui les fait lire? C'est l'identification aux personnages, c'est la récurrence des personnages, les séries? Alors, ils aiment beaucoup les personnages qu'ils peuvent retrouver, et puis souvent aussi le côté aventure, pouvoir s'incarner dans les personnages, ça fonctionne vraiment très très bien, je pense. Et puis aussi des thématiques, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, on trouve des livres sur n'importe quelle thématique. Donc, il y a des modes en termes de thématiques, des choses souvent, il y en a un qui est le premier qui marche, et après du coup, les éditeurs suivent. On discutait hier avec un collègue justement des mangas sur les chats. Et il y a eu Chi, une vie de chat, et depuis il y a plein de choses autour des animaux, des chiens, des chats, Il y a des mangas sur les chats? Absolument. Mais je me mets au manga demain. Vous aimez les chats? Génial. Lisez celui-ci, il est très très bien. Chi, une vie de chat, très humoristique aussi. Vous voyez, je n'ai pas fait le déplacement pour rien. Je crois que les stars du concours, en revanche, là on parle bien des petits champions de la lecture, dans la catégorie des ouvrages parus avant 2012, c'est quand même Harry Potter en pole position, Le Petit Prince, Le Journal de Gurty, Bertrand Santini, et juste derrière, les histoires pressées de Bernard Friot et Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl. Et puis alors, dans les parutions plus récentes, Mortel Attel, Monsieur Tan, qu'on a reçu ici d'ailleurs, Chien pourri, Marc Boutavant, qu'on a également reçu, on les a tous reçus, qui est d'ailleurs Nicolas Gutmann, qui est Grand Ours, c'est pour ça qu'on l'a reçu d'ailleurs. Il y a Jefferson de Jean-Claude Morleva, etc., etc. On va continuer à discuter. Je précise que Suzy Morgenstern est la marraine des petits champions de la lecture depuis 2021. Je la cite, Suzy Morgenstern, elle veut désacraliser la lecture, tout faire pour donner l'accès à cette pratique sans la mettre sur un piédestal. L'important, dit-elle, c'est de s'échapper grâce à cela, d'accéder à la beauté des livres. Suite de notre échange avec Cécile Ferraton, juste après la récré. Et la récré, les Maguessel. Waouh. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu chargé là? Vous avez compris que c'était une sorte de tour de magie que je faisais? J'ai compris. D'accord. Très bien fait. Bravo. Formidable. Ma fille est géniale. Emma, c'est le moment que vous attendiez depuis des jours, que dis-je, j'en entends parler quand même depuis des semaines. Vous nous avez apporté plein de choses. C'est Noël avant l'heure, avec des calendriers de l'Avent, c'est ça? Et oui, mais regardez-moi ces beautés. Je meurs d'envie de tout ouvrir. Alors, je vais tout vous présenter. Donc, les calendriers de l'Avent, ça marche du feu de Dieu. C'est très à la mode en ce moment. On connaissait le traditionnel. Du feu de Dieu pour Noël, c'est un peu osé. Mais enfin, c'est pas grave. Du feu de Dieu pour Noël. Pourquoi non? Jésus, Noël, Dieu, oui, mince, c'est vrai. Les rois mages. Ça marche vachement bien pour Noël. Voilà. Alors, on connaissait le traditionnel calendrier de l'Avent avec des chocolats, mais je vous mets tous au régime dans la quotidienne. Pas de chocolat, mais une chouette contrepartie, vous allez voir. Donc, je vais vous en présenter plusieurs. Vous allez voir qu'on en a beaucoup là sur ce plateau. Alors, le premier. La star des calendriers de l'Avent, star absolue, Harry Potter. Harry Potter. Alors, regardez avec cette jolie petite ouverture. Hop. Attendez, il faut faire de la magie, c'est Harry Potter. Non, mais vous connaissez pas comment on ouvre? Ah si, Allo Mora. Donc, voilà, c'est trop joli, on a envie de tout ouvrir. Il y a quoi dedans? Alors, il y a des goodies, donc des chaussettes. Il faut l'ouvrir bien, Hop, donc dedans, il y a des chaussettes, des porte-clés, quand même. Des figurines, enfin vraiment, il y a de quoi avoir une petite surprise tous les jours jusqu'à Noël. Ensuite, il y a cette merveille, forcément, regardez, on est tout de suite dans l'esprit de Noël. Alors là, vous ne le voyez pas comme ça, non, je vois pas. Il est lourd. Il est lourd. Et alors, donc, dedans... Alors, je le montre déjà. Mais ça sent... Mais oui, alors il y a de quoi vous laver vos exfoliés parce que oui, l'hygiène, c'est très important. Oui, c'est gentil. Alors là, on est sur de la bombe de bain au pudding. Non mais attendez, il y a des... Je peux pas ouvrir? Il y a des... C'est fermé en bas. C'est quoi le mode d'emploi? Le mot magique? Mais il est scellé. Allo Mora. Allo Mora. Il est scellé, Emmanuel. En fait, il faut découvrir la surprise ensuite. Ok, bon. Mais je peux vous dire ce qu'il y a dedans. Donc, il y a des bombes de bain au pudding, un exfoliant à lèvres au caramel c'est tout écrit derrière. Et des savons en forme de Et des trucs à manger, non? Non, il n'y a pas de trucs à manger. Candy cane, Belbor... Ah oui, non, d'accord. C'est juste... C'est vraiment pour se laver. Voilà, c'est vraiment pour se laver et pour vous exfolier le corps. Alors ensuite, on continue. Je le garde alors, parce que vous insistez beaucoup sur la nécessité d'une exfoliation. Vous lavez, Emmanuel. Ok. Non, exfolier. Exfolier, pardon. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le LOL surprise. Alors ça, c'est vachement bien. Donc, si vos enfants sont des futurs créateurs ou créatrices de mode, c'est parfait pour eux. Vous avez une figurine et vous avez 24 looks à lui faire. Ouvrez-le. Voilà. Hop.
Voilà, regarde. Ah, voilà. Moi, comme c'est beau. Zou. Voilà. Et la figurine au On y va, milieu. comme ça. Et tout autour, le style. So many styles. Voilà. Et ensuite, vous avez celui-là. Montrez-le, regardez, Emmanuel. Le Batman. Ça paraît. Oui, je suis là. Pardon, il est là. Dans la même veine que Harry Potter, pareil, des goodies, des porte-clés, plein de choses pour vous faire patienter jusqu'à Noël. Et alors, celui-là, je voulais vous montrer le dernier, regardez, le plus esprit de Noël, le plus sapin, vous voyez, il est en bois, il est écolo, c'est développement durable, c'est un calendrier de l'Avent réutilisable. Et en fait, le but, c'est de coller tous les jours une petite boule de Noël jusqu'au 24 décembre. Et le 24 décembre, on colle l'étoile tout en haut du sapin. Oh je l'avais pas vu. J'espère que le gros plan explique pourquoi je souris de la sorte. Emmanuel. Merci beaucoup. Mais c'est vous la star de cette émission, Emma. Merci beaucoup. Et superbe sélection pour de calendrier de l'Avent avant nos... Ok, je vais me taire. Vous prenez le Batman, non? Hein? Ah, vous avez... Et Harry Potter aussi, quand même. Mais c'est pas ma génération, Harry Potter. J'avoue. Ok. C'est une langue. Je ne force pas. Il y aura forcément d'autres preneurs. Je suis Harry Potter LV2. Cécile Ferraton, les petits champions de la lecture. En moyenne, les lecteurs loisirs lisent 3h14 par semaine, soit près de 28 minutes par jour, alors que l'ensemble des 7-25 ans, lecteurs ou non, passent 3h50 par jour devant un écran et même 5h33 chez les 20-25 ans, dont 2h50 par jour sur Internet. J'arrête de vous donner des chiffres, vous avez compris en gros qu'il y a quand même un sujet sur la compétition entre les écrans et la lecture. Comment amener les enfants à lire plus? C'est un des objectifs, pas le seul, mais un des objectifs des petits champions de la lecture. Super concours dont on parle avec Cécile Ferraton, bibliothécaire. Alors, il faut que je dise bibliothécaire, en fait, ça y est. Bibliothécaire. Et par ailleurs, chef de département. Jeunesse dans les médiathèques de Meudon. Ce qui n'est pas rien, il faut le dire, tout de même. Est-ce que ça marche même sur les timides, votre concours? Oui, parce que justement, ça leur donne confiance. En fait, bien évidemment, le début est souvent compliqué parce qu'ils parlent doucement, mais justement, c'est ça qui est à travailler aussi sur la posture, sur le fait de se tenir droit, de bien développer. La voix. Donc c'est un vrai travail en fait sur eux aussi. Et je pense que ça leur donne confiance plus globalement que simplement dans la lecture. Mais après c'est un exercice quoi. Un jeu que vous avez mentionné, mais je veux bien qu'on y revienne, c'est aussi celui de la sociabilité. Oui. Parce que comment concrètement ça se joue? Je lisais une étude qui disait que 91%, enfin une étude que vous avez faite vous, des enseignants qui participent à l'opération considèrent que ce jeu constitue une aventure collective pour toute la classe et que la cohésion du groupe est renforcée par la participation. En fait, après moi en tant que bibliothécaire, je le vois par ricochet, mais je trouve qu'effectivement ça contribue quand même à créer le groupe classe comme tout projet qui concerne l'ensemble de la classe en fait, parce que finalement tout le monde finit par se prendre au jeu, y compris ceux qui n'étaient pas forcément très volontaires au départ. Je pense que c'est un peu comme le concours des lycéens, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que il y a une émulation. C'est ça, il y a une émulation collective et puis au final, après ils finissent par soutenir celui qui a été élu par la classe parce que finalement ils ont tous partagé ces moments-là, ils ont tous lu, ils l'ont fait en commun, ils se sont donné des conseils pour s'améliorer et je pense que du coup ça contribue quand même vraiment à créer ce groupe puisqu'ils font ce travail ensemble finalement. Alors c'est plutôt des élèves de CM2 ? Oui. C'est même réservé pour les CM2 ? Alors maintenant, les ça s'ouvre au CM1 je crois cette année. depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière, pardon. Il y a néanmoins en matière de lecture des moments de bascule et l'entrée au collège. Oui. En est un. D'abord, est-ce que vous les voyez encore, les collégiens? Ils ont des CDI pour le coup. Oui, mais si, au début du collège, en fait. C'est ça. 6e, 5e, ils gardent les habitudes. Oui, ils gardent les habitudes. C'est après. Après, on les voit moins. C'est après que c'est plus compliqué, mais aussi parce qu'ils ont plein d'autres sollicitations, ils ont d'autres modes de vie aussi, plein d'activités. Ouais. Donc, c'est plus forcément. Donc, vous-même, vous sentez que c'est un moment sensible? Oui, forcément, parce qu'il y a une bascule sur plein de choses. Après, je pense qu'on oublie aussi, quand on parle des écrans, on oublie aussi qu'ils lisent sur écran. Donc, ils lisent des mangas sur écran, par exemple. Et donc, du coup, quand on et parfois, ils écrivent d'ailleurs, parce qu'il y a les sites de fans aussi. Oui, voilà, c'est ça. Ils créent souvent des fanfictions. Voilà. Et c'est vrai que du coup, je pense qu'il ne faut pas négliger quand même cette partie-là, en fait. On lit souvent la lecture et le fait que les jeunes lisent au support en lui-même. Sauf que. Oui, mais c'est comme le journal, en somme. C'est ça. Et puis, très souvent, la majorité des gens le lisent sur Internet, sur leur smartphone aujourd'hui. C'est ça. Et après, lire une BD, c'est déjà lire, en fait. Il y a aussi ça. Il y a aussi cette notion, justement, de genre noble ou moins noble. Ce qui est important, c'est qu'ils lisent. Peu importe ce qu'ils lisent et comment ils le lisent, en fait. La lecture haute voix, c'est extrêmement important pour les enfants, mais c'est aussi important quand on est parent. Absolument. De leur lire des histoires à haute voix. En fait. Et s'il y avait un conseil à donner aux parents,
ce serait celui-ci. Dès qu'ils sont petits, lisez-leur des histoires. Et dès qu'ils sont, dès qu'ils sont bébés. Dès qu'ils sont bébés. Ouais, c'est en ça. fait, parce que c'est à ce moment-là que le lien avec le livre se crée, en fait. Et du coup, prendre cette habitude-là. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se créent avant 3 ans, en fait, avant l'entrée à l'école. C'est ça. Et donc, si l'habitude a été La créée, comptine, la répétition. ça, voilà. Et l'habitude étant créée, après, voilà, ça sera plus facile pour eux, en fait, d'aller vers le livre et d'aller vers la sociabilité aussi, puisqu'ils auront cet imaginaire qui aura été construit. Enfin, voilà. Donc, c'est extrêmement important, avant 3 ans. La difficulté que connaissent tous les enseignants et médiateurs du livre, c'est d'entraîner les enfants à lire sans transformer la lecture en impératif. Cite Antoine Gallimard, patron des éditions du même nom et qui a créé les petits champions de la lecture. C'est vraiment ça l'enjeu principal. Une fois que le petit champion de la classe a été choisi, là, il s'arrête de lire la classe ou il continue? En fait, généralement, c'est quand même un projet qui est suivi sur l'année, en fait, sachant qu'il y a de toute façon les phases départementales, donc la classe peut continuer à y participer puisqu'ils encouragent le petit champion qui participe à la départementale. Et puis après, bien souvent, effectivement, ils en font un projet d'année, en fait, autour de la lecture. Et donc ça se prolonge. C'est ça. Souvent, c'est sur l'année quand même scolaire, quasiment. Cécile Ferraton, merci. Si vous voulez bien vous rester avec nous, on va accueillir Marie-Olivier pour son cours particulier. Si elle n'a pas déjà en train d'ouvrir tous les trucs, filez, allez chercher. Au revoir, Emma. Au revoir. Courez, volez. Et dans le cours particulier de Marie-Olivier, direction Haïti aujourd'hui pour découvrir une école pas comme les autres. Marie, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous nous faites voyager une fois de plus, école pas comme les autres, innovante. Innovante, oui, tout à fait. Dans l'un des pays les plus pauvres de la planète, selon l'indice de développement humain de l'ONU, Haïti est classé 163e sur 191 pays. Indice de développement humain qui intègre justement cette question d'accès à l'éducation, c'est ça? Oui, exactement. Il intègre l'espérance de vie à la naissance, le revenu national brut par habitant et effectivement le niveau d'éducation révélateur de l'autonomie professionnelle et sociale de la population. Cet IDH, indice de développement humain, est bas en Haïti, où le contexte est particulièrement difficile avec une instabilité politique, une augmentation de la violence et de l'insécurité qui entrave le développement économique et social du pays. Qui souffre par ailleurs, ou qui a souffert de catastrophes climatiques absolument terrifiantes depuis des années. Apparemment, ça n'empêche pas un certain nombre d'écoles originales et novatrices de voir le jour, et notamment celle dont vous allez nous parler. Exactement, je vous emmène au collège Katz-Pressoir à Port-au-Prince, la capitale, une école qui accueille des élèves du primaire et du secondaire. Cette école n'est pas nouvelle, elle a été créée en 1955, et à l'époque, elle comptait seulement 14 élèves. Dans quel contexte a-t-elle été créée, si on fait un peu d'histoire alors si on fait un peu d'histoire, Madame Katz-Pressoir, dont l'école a hérité du nom, elle partait du pays, elle a confié des élèves en difficulté dont elle s'occupait à Janine Laroche-Vaval pour des cours particuliers. Et face à la C'est votre chronique, c'est votre moment. Petit Bientôt, vous créez une école. En Haïti, c'est ça. Et face à la grande satisfaction des parents et des élèves par rapport à l'enseignement que Janine et son mari Ernest ont donné aux enfants, ils ont décidé de créer une école à part entière. Satisfaction, il faut le dire, qui était liée à une certaine philosophie d'accès à l'éducation qu'ils ont développée. Oui, c'est ça, tout à fait. Janine et Ernest étaient vraiment des passionnés. Ils étaient convaincus que l'éducation pouvait contribuer au développement de la société dans son ensemble. Et ça a bien fonctionné puisqu'aujourd'hui, il y a 650 élèves et 35 enseignants. Alors, racontez-nous un petit peu ce qui fait le succès de cette école, ses particularités aussi. Oui, on a beaucoup des particularités. D'abord, le projet pédagogique consiste à permettre aux élèves de devenir acteurs du changement de leur communauté. Donc, toutes les pratiques pédagogiques sont orientées dans cette direction. Un exemple ? Un exemple parmi d'autres, Katz-Pressoir, c'est la première école haïtienne à avoir sa propre station de radio. C'est à la fois un support pédagogique pour les cours de communication, de culture générale ou de sciences, un support technique pour apprendre le journalisme radio, mais surtout, il permet de communiquer des connaissances et des actualités à la communauté des non-voyants en Haïti. Effectivement, il y a un impact social absolument direct. Je crois qu'ils ont aussi une station sismologique, non, je me trompe? Parce qu'il y a beaucoup de tremblements de terre en Haïti. Oui, c'est ça. Ils ont une station qui permet de voir venir, de prévenir les séismes. C'est assez impressionnant. On voit bien que cette école, et on le comprend à vos explications, a un impact sur une communauté entière, mais c'est aussi parce qu'il y a une pédagogie, une philosophie d'apprentissage qui est assez originale. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, la philosophie de l'éducation de Katz-Pressoir, c'est d'apprendre à apprendre. C'est pourquoi la recherche est valorisée, les découvertes en sciences et en technologie aussi sont mises en avant. La pédagogie est aussi, je cite, dynamique et adaptée. Donc, un exemple de dispositif il y en a beaucoup. Par exemple, il y a une classe qui est unique, qui s'appelle Sciences expérimentales, individus et société. Donc, ça donne un peu une idée. Ouais. Les élèves travaillent sur des projets de recherche et chaque année, ils mettent en place un événement appelé Expo Science, pendant lequel ils partagent leurs travaux avec la communauté. Et ils ont aussi un programme entrepreneurial et un parcours d'intelligence artificielle et de robotique. Vous êtes très bien. J'ai révisé. Ouais, ça se voit. C'est vrai, dans le programme entrepreneurial, par exemple, certains enfants ont créé une boulangerie qu'ils ont appelée au Salon des Délices. D'autres ont mis en place un atelier d'art, par exemple. Et comme je vous le disais, les enseignants et les élèves s'intéressent aux innovations aussi pédagogiques et technologiques. C'est vraiment une école qui est résolument tournée vers le futur.
Au-delà, Marie, de l'impact qu'ils ont sur la société, c'est aussi un bénéfice pour les élèves, tous ces projets. Oui, tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire. L'école entend développer les compétences des enfants d'acteurs du changement, mais aussi l'empathie, le travail en équipe, l'esprit d'initiative ou encore l'esprit scientifique. Et ça paye puisque Catz Pressoir a un taux de réussite à l'examen final national de 100%. Juste ça, et ils sont reconnus, et ils sont pris en exemple partout dans le monde. C'est aussi pour ça que je les connais un petit peu. Oui. Je les avais déjà croisés. Ouais. L'école fait partie des 10 champions, par exemple, du challenge Réimaginer les apprentissages dans le monde de la Fondation Lego. Elle est aussi considérée comme la première école d'acteurs du changement d'Amérique latine et des Caraïbes par le réseau mondial d'entrepreneurs sociaux, Ashoka. Marie, merci beaucoup pour ces explications. Vous connaissiez Catz Pressoir ? Non, pas du tout. Très belle initiative. Et avec des objectifs partagés au fond par les petits champions de la lecture. Sauf que ça vient se nicher dans un système un peu plus traditionnel. Merci beaucoup. Merci Marie. Merci Cécile de nous avoir accompagnés. Vous êtes, je le rappelle, bibliothécaire. Vous faites partie du comité de lecture qui sélectionne notamment les ouvrages qui sont dans ce petit... ça y est, avec le mot anglais qui me vient, ce petit bulletin, cette brochure que vous avez réalisé, ce guide absolument essentiel si on veut participer à Petit Champion de la lecture. J'ai plus les chiffres en tête, mais je sais qu'on est tout près du record de l'année dernière. Alors on va le battre, ce record. C'est pas compliqué quand même. Vous avez jusqu'au 16 décembre 2022 pour inscrire votre classe. C'est le référent d'une classe ou d'un groupe. C'est pas très compliqué. Il suffit qu'il crée son compte organisateur sur le site des Petits Champions. Et une fois que la classe ou le groupe est inscrit, il peut démarrer les lectures à voix haute avec les participants. Les bibliothécaires sont concernés. Oui, les bibliothécaires constituent certains groupes d'ailleurs. On est d'accord. Allez, tous en scène pour les Petits Champions de la lecture. On se retrouvera pour la finale, peut-être, comme on l'avait fait l'année dernière. Qui sait avant. Cécile, merci beaucoup. Merci aussi, comme d'habitude, à toute l'équipe de La Quotidienne. Au maquillage, Laure Audemont en régie, Marine Plantec, assistée par Roxane Sarfati, au son Thibaut Goury-Lafont, Elisa Bernardo à la réalisation. Vous restez sur School TV et vous retrouvez La Quotidienne H24 sur les réseaux sociaux et sur Internet.